calcaire bleu, etc. Et puis à partir de ça, on va déterminer le contenu en fossiles, quels sont les fossiles qu'on a dans la série sédimentaire, et puis on va chercher toutes les figures sédimentaires qu'on peut trouver dans la couche. Non, donc on va chercher, donc vous voyez, c'est un travail donc, de recherche qu'on fait sur le terrain, parce que normalement, comme je vous ai expliqué, que les figures sédimentaires, on ne peut les observer que sur le terrain. Parce que normalement, ce sont des structures en fait, qui s'observent, rappelez-vous, qui s'observent à l'échelle d'une couche, soit à l'intérieur de la couche, soit dans la partie supérieure de la couche, soit dans la partie inférieure de la couche. Et donc, en analysant donc, ces différentes figures sédimentaires, c'est comme des traces, hein. C'est comme des traces. On peut éventuellement donc déterminer, avoir des renseignements sur l'environnement de dépôt. Donc vous voyez maintenant, c'est toutes les figures qu'on a vues maintenant. Par exemple, si vous trouvez par exemple, je prends un exemple qu'on a déjà vu, un chenal. Supposons que j'ai trouvé un chenal dans une couche sédimentaire ancienne. Alors quel renseignement ça peut me donner? Ben, le renseignement, c'est que je suis dans un milieu qui est fortement agité. Et puis, à partir donc le chenal, je peux déterminer la direction de l'écoulement, mais je ne peux pas déterminer le sens. D'accord? Si je prends par exemple, disons, une roll marks, ce qu'on appelle une roll marks, une figure du traînage, la même chose. Qui veut dire figure de traînage veut dire en fait qu'on a un courant qui est fort, donc normalement on a un milieu qui est agité. À partir de la figure de traînage, je peux déterminer la direction de l'écoulement, la direction donc du courant. Et sachant que la direction du courant, il va me renseigner, si je trouve la direction, si je dis par exemple que j'ai un courant qui s'effectue par exemple du nord vers le sud, du nord vers le sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'amont, c'est vers le nord, et l'aval, c'est vers le sud. Ça veut dire en fait la roche-mère, elle doit se trouver vers le nord, et le bassin sédimentaire, elle doit se trouver vers le sud. Vous voyez, donc normalement. Alors, donc, si je prends le cas, par exemple, de Roll-Marx, c'est sûr que ça va me donner la direction du courant, mais en plus, si l'objet est conservé sur place, ça peut me donner carrément le sens du courant. Je peux dire carrément c'est du nord vers le sud, ou bien du sud vers le nord, etc. Alors donc, si vous voulez, donc, normalement, chaque figure donc, sédimentaire peut nous renseigner, bien sûr, sur... bien sûr, une figure sédimentaire, il ne faut pas qu'on lui fasse dire ce qu'il ne veut pas dire. Chaque figure sédimentaire va nous renseigner sur, sur un facteur bien précis. Bien. Alors ça, c'est la première chose donc, qui va me permettre, en fait, qui va nous aider à faire la reconstitution du milieu de dépôt. Et puis la deuxième chose qu'on a vue, c'est en fait ce qu'on appelle l'étude de la pétrographie sédimentaire. Donc c'est ce qu'on avait par exemple pendant le TP. Vous voyez normalement à partir de l'étude d'un sédiment, d'un point de vue granulométrique, la répartition des grains, si on arrive à déterminer les paramètres granulométriques, etc., là aussi, il peut y avoir des renseignements très importants sur l'environnement de dépôt. D'accord? Donc, si vous voulez, en gros, je vous résume donc, ce qu'on est en train de faire actuellement. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, de rentrer à l'intérieur dans les détails et de ne pas comprendre c'est quoi la signification de ce qu'on fait. Bien. Alors, on va continuer donc sur les figures sédimentaires. Donc, je vous ai expliqué normalement la dernière fois que pour les figures sédimentaires, on peut les classer, si vous voulez, en 3 ou 4 grands groupes. Le premier, ce sont les figures sédimentaires qui se forment, disons, ce qu'on appelle les figures d'érosion. Ce sont les figures qui se forment pendant, disons, le transport. Nous avons vu également qu'il y a des figures qui se forment pendant le dépôt, hein, qui vont nous donner des renseignements sur le milieu de dépôt. On va voir également des figures, ce qu'on appelle des figures post-dépôt. Hein. Ce sont des figures en fait, qui vont nous renseigner sur les événements sédimentaires qui ont lieu après le dépôt. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les bioturbations. Les bioturbations, ce sont, disons, les traces des organismes, et les traces des habitats, la trace de locomotion, etc., qui peuvent nous donner également des renseignements qui sont très importants. Bien. Alors maintenant, sur les figures d'érosion, les figures d'érosion, donc nous avons vu pas mal de figures jusqu'à maintenant, parmi lesquelles donc, nous avons vu les chenaux, nous avons vu les fluidcasts, nous avons vu donc, les tool marks, hein, nous avons vu les raindrops, et maintenant, nous avons vu les real marks, ce sont les figures de ruissellement,
Et maintenant, nous sommes en train de voir en fait ce qu'on appelle les raindrops. Alors les raindrops, tout simplement, ce sont les traces de gouttes de pluie sur un sédiment fin. Si vous êtes par exemple sur, imaginons que vous avez par exemple un sédiment fin, comme un sable fin ou bien un sable de taille moyenne, ou peut-être même un silt, hein, quand vous êtes, disons, la pluie qui tombe, hein, alors vous avez normalement les traces de pluie, ils vont laisser, dans les gouttes de pluie, ils vont laisser des traces de gouttes à la surface de ces c'est ce que vous avez, ce qui est représenté ici. Vous voyez, donc normalement sur la figure, vous voyez donc des ronds qui correspondent tout simplement à la trace d'impact des gouttes de pluie. Alors, si on veut, si on trouve ces raindrops, donc c'est dans une série ancienne, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que la sédimentation s'est effectuée dans un milieu aérien, ce qu'on appelle une sédimentation continentale. Parce que si vous avez une sédimentation qui s'est faite dans un milieu marin profond, bien même peu profond, bah, les gouttes de pluie ne peuvent pas laisser une trace, disons, sur le sédiment, parce que, disons, la trace donc l'énergie de la goutte de pluie sera absorbée par l'eau. D'accord? Donc, il n'y aura aucune trace sur le sédiment. Donc, si vous trouvez une trace de sédiment, une trace de goutte de pluie sur un sédiment, bah, c'est une preuve comme quoi vous avez une sédimentation qui a été effectuée dans un milieu aérien, un milieu continental. D'accord? Vous avez compris, mademoiselle, jusqu'à maintenant? Oui, monsieur, c'est bon. Bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie donc de figures sédimentaires. Ce sont ce qu'on appelle des figures liées au dépôt. Donc ce sont des figures qui se forment pendant le dépôt. Donc vous voyez normalement toutes les figures qu'on a vues jusqu'à maintenant, ce sont des figures qu'on appelle des figures d'érosion. Ce sont des figures en fait qui se forment suite, disons, à une certaine suite à un certain hydrodynamisme, hein, lié au courant. Alors maintenant les figures de dépôt, alors ce sont des figures maintenant qui se forment pendant le dépôt, d'accord? C'est-à-dire en fait dans le milieu de sédimentation. Alors le premier type que vous connaissez tous, le premier type de figure, c'est ce qu'on appelle un granoclassement. Vous voyez normalement un granoclassement, c'est un type de figure sédimentaire, donc normalement que vous voyez, que vous avez déjà observé sur les couches sédimentaires. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà eu l'occasion, disons, de faire du terrain, donc d'observer des couches géologiques sur le terrain, mais normalement, la plupart des couches, normalement, quand on regarde bien les couches, surtout les couches qui sont formées par des particules détritiques, la plupart du temps, on peut avoir, par exemple, des grains qui ont disons, une certaine organisation. D'accord? Alors, c'est quoi un granoclassement? Ben, c'est simplement par définition, c'est une variation progressive de la taille des grains d'un sédiment avec la profondeur. D'accord? C'est une variation, ça veut dire en fait que si j'observe les grains à l'intérieur d'une couche, ils ne sont pas anarchiques. Ils ne sont pas anarchiques, ils ne sont pas déposés n'importe comment. Mais si j'arrive à trouver une certaine logique, hein, une variation progressive, une évolution progressive de la taille des grains, là je peux dire que j'ai ce qu'on appelle un granoclassement. Le granoclassement, il peut être sous trois types. Il y a ce qu'on appelle un granoclassement positif, un granoclassement négatif ou bien un granoclassement latéral. Alors, un granoclassement positif, c'est en fait le plus fréquent. C'est le plus fréquent, le plus abondant quand on va dans les couches sédimentaires. On parle d'un granoclassement positif, c'est quand vous avez une diminution de la taille des grains vers le haut. C'est-à-dire en fait vers la base de la couche, vous avez des grains qui sont grossiers, mais vers le sommet de la couche, vous avez des grains qui sont fins. D'accord? Alors, donc nous avons déjà vu ça quand on a fait le transport. Cette organisation, elle nous renseigne sur quoi? Bien, tout simplement, elle nous renseigne sur ce qu'on appelle un milieu confiné, un milieu qui est calme. C'est ce qu'on appelle une décontation. Ça veut dire, en fait, quand vous êtes dans un milieu où il n'y a pas une forte énergie, un milieu calme, et quand vous avez une sédimentation qui se fait dans ce milieu, eh bien, les grains, ils vont tomber selon leur poids. Rappelez-vous, nous avons vu ça, ce qu'on appelle, disons, la vitesse de chute. La vitesse de chute, rappelez-vous, elle dépend, entre autres, de la taille des particules.
Bien sûr, elle va dépendre de la densité de la particule, de la viscosité du fluide, etc. Rappelez-vous, donc c'est ce qu'on a appelé, disons, la loi de Stock. Hein, la loi de Stock, c'est elle, en fait, qui va contrôler, disons, la vitesse de chute des particules dans un milieu qui est calme. Donc voilà donc ce qui va définir normalement un granoclassement positif. Un granoclassement positif, c'est un type de granoclassement où la taille des grains diminue vers le haut et que nous renseigne généralement sur un milieu qui est calme. D'accord? Maintenant, un granoclassement négatif, bien, c'est quand vous avez le contraire, ça veut dire en fait quand vous avez la diminution de la taille des grains vers le haut. D'accord? Il y a un petit problème ici. Alors, ici, c'est le contraire, c'est augmentation. C'est l'augmentation de la taille des grains vers le haut. Donc, il y a une petite erreur. J'ai fait un copier-coller pour corriger, mais finalement, je n'ai pas corrigé. Donc, normalement, c'est une augmentation de la taille des grains vers le haut. Donc, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire en fait que vers la base de la couche, vous allez avoir ce qu'on appelle la base de la couche, vous allez avoir en fait des grains fins. Mais quand on va vers le sommet de la couche, on va avoir des grains qui vont être de plus en plus grossiers. Alors ça, comme vous avez ce type de granoclassement, c'est généralement dans des milieux qui sont agités, où vous avez par exemple l'agitation qui augmente. D'accord? Normalement, ce sont des... Mais là, je vous le dis tout de suite, ça c'est un type de granoclassement qui est très rare dans la nature. D'accord? On le trouve très rarement dans la nature. Le plus abondant, comme je vous ai expliqué, c'est le granoclassement positif. Le granoclassement négatif, vraiment, on le trouve normalement, on le rencontre dans des cas exceptionnels. Et puis, il ne faut pas oublier non plus ce qu'on appelle un granoclassement latéral. D'accord? Un granoclassement latéral, quand vous avez une couche, que vous pouvez suivre sur le terrain, bien sûr, que vous pouvez suivre sur une grande longueur, une grande distance. Et quand on analyse les grains, par exemple, latéralement, on trouve parfois qu'il y a une variation de la taille des grains d'un endroit à un autre. D'accord? On peut dire, par exemple, dans un endroit X, nous avons des grains qui sont grossiers, mais quand on va dans une certaine direction, on va avoir en fait des grains qui sont de plus en plus fins. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on va dire qu'on a un granoclassement qui est latéral. Donc, la diminution de la taille, la diminution latérale de la taille des grains. Alors, c'est un granoclassement également qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut nous renseigner sur le sens du courant. D'accord? J'ai déjà expliqué la dernière fois. Quand on va de l'amont vers l'aval, la plupart du temps, vous avez les grains grossiers. Plus vous allez vers l'aval, plus les grains vont devenir de plus en plus fins. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'énergie du courant diminue. Alors, quand l'énergie du courant est très importante, vous allez avoir des pots des matériaux grossiers, mais quand vous allez avoir une énergie plus, vous allez avoir des pots, disons, des matériaux qui sont fins. Donc, quand vous avez un certain granoclassement latéral, ça veut dire que normalement, on peut mettre en évidence, le sens du courant. Et si on met le sens du courant, ça veut dire qu'on connaît l'amont et l'aval. Et si on connaît l'amont et l'aval, ça veut dire en fait on sait la position de la roche-mère par rapport au bassin de sédimentation. Donc vous voyez, donc tout ça, ce sont des indications qui peuvent nous renseigner dans la reconstitution du milieu de dépôt. Ça va, mademoiselle, vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, ça va, je ne vais pas trop vite? Non, monsieur. Bien. Alors, sur le schéma que vous avez en bas, sur la figure que vous avez en bas, donc vous voyez normalement, vous avez à gauche, vous avez, disons, une couche, une alternance plutôt de couches, vous avez une alternance de couches. Et si on analyse ces couches en détail, si je prends par exemple une couche, on va pouvoir dire que normalement, ici, nous avons que les couches sont organisées en séquence. Nous avons ce qu'on appelle une séquence. Une séquence, c'est quoi? Bien, c'est une répétition des couches. Une séquence, c'est une répétition des couches dans un ordre bien déterminé. D'accord? C'est une répétition de couches dans un ordre bien déterminé. Alors, regardez,
si j'analyse, par exemple, vous avez ici le schéma de droite, que vous avez sur la droite, qui est coloré, il vous explique en fait, il va interpréter ce qu'on voit à gauche. Donc vous voyez, normalement, ça veut dire en fait, regardez les lignes qui permettent de faire la liaison entre les deux figures. Vous voyez, on va dire en fait que à quoi ça correspond ce qu'on a au niveau de la gauche, ça correspond à une séquence. Alors la limite des deux traits correspond à une séquence. Alors, à de la séquence, vous avez des matériaux qui sont grossiers à la base, et puis une taille qui est moyenne au milieu, et puis vers le sommet, vous voyez, vers le sommet de cette séquence, vous avez en fait des particules qui sont très fines. Donc ici, nous avons ici une séquence, on appelle ça une séquence grano-décroissante. D'accord? Une séquence grano-décroissante. Ça veut dire en fait, vous avez, disons, la granulométrie des particules qui diminuent de la base vers le sommet de la séquence. D'accord? Et là, c'est un synonyme, donc c'est ce type donc, de représentation, il indique qu'on est dans un milieu qui est calme. Bien. Alors, regardez un autre exemple. Un autre exemple donc, de la figure. Donc, la figure que vous voyez ici. Donc, là aussi, c'est une figure qui est... Normalement c'est ce genre de choses qu'on va voir sur le terrain. Si jamais nous avons donc l'occasion de faire la sortie, donc si nous avons l'occasion de faire la sortie donc dans la région de Mitanus, c'est ce genre de choses qu'on va voir, mais donc sur place. Vous voyez donc si on analyse la couche que vous avez ici, donc, si on analyse disons ce que vous avez ici sur le schéma, nous pouvons dire que nous avons disons 4 séquences qui sont matérialisées donc par le schéma, par les flèches que vous avez à gauche. D'accord? Alors, chaque fois, donc vous avez une séquence, donc si je prends une séquence donnée, hein, regardez par exemple la deuxième séquence de la base, parce que la première séquence, elle est incomplète, il a été tranché. La deuxième séquence, par exemple, à partir de la base, donc vous voyez, normalement, vous avez un niveau qui est grossier, qui est constitué par des grains qui sont grossiers, et puis il est terminé par disons, un niveau pilétique, un niveau argileux très fin. Et encore une fois, on recommence. Nous avons au niveau de la troisième séquence, vous avez encore une fois un niveau qui est grossier. Je ne sais pas malheureusement si vous voyez le curseur. Est-ce que vous voyez le curseur bouger, mademoiselle? Non? Oui, monsieur. Bien. Donc voilà, donc, au niveau de cette partie-là, donc vous avez ici donc la partie qui est, disons, qui est grossière, avec disons, la taille des grains qui est relativement importante, et vers le sommet, vous avez encore une fois le sommet de la troisième séquence, vous avez également un niveau qui est très fin, qui veut dire en fait qu'on a normalement là aussi un milieu qui est calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est une alternance de niveau grossier et de niveau fin. Ça veut dire en fait qu'on est dans un milieu qui est c'est comme par exemple quand vous avez des courants. Vous avez un premier courant par exemple qui ramène des sédiments. Alors imaginez par exemple, alors regardez, donc je vais essayer de vous faire un schéma pour que vous compreniez comment ça se fait ce genre de choses. Bien, donc je vais imaginer donc, que j'ai ici je sais pas si vous voyez ce schéma, mademoiselle, ce que je suis en train de dessiner? Oui, monsieur. Bien. Oui, alors regardez, imaginons par exemple que j'ai ici j'ai à droite, donc j'ai le bassin de sédimentation, et à gauche j'ai le milieu de transport. Et ça, la trait que je mets horizontalement, c'est, disons, le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons par exemple que vous avez un apport de sédiments. J'ai par exemple un premier apport qui va ramener par exemple des sédiments. Une crue par exemple, supposons que vous avez un dépôt de l'eau qui va ramener des sédiments qui sont mélangés, qui va ramener par exemple des graviers, des sables grossiers, des sables fins, des sables moyens, des siles, des argiles, etc. Une fois qu'ils vont arriver à ce niveau-là, au niveau du bassin de sédimentation, disons la vitesse d'écoulement va être nulle.
Il n'y a plus de vitesse d'écoulement. Pourquoi? Parce que on est dans la vitesse du courant est annulée par l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les sédiments donc, vont tomber. Et dans ce cas-là, ils vont tomber selon leur poids. Ils vont tomber comment selon leur poids? Ils vont former une séquence. Ça veut dire en fait qu'on va avoir d'abord, disons, les sédiments grossiers qui vont tomber, comme ça. Et puis, après, nous allons voir en fait les sédiments moyens qui vont tomber. Et puis, nous allons voir les sédiments fins qui vont tomber. D'accord? Voilà. Donc là, ça va former une séquence. Ça va former une séquence, par exemple, qui va correspondre donc, à ce premier courant. Alors, imaginons, par exemple, qu'il va y avoir un deuxième courant qui va arriver. Un deuxième courant, par exemple, d'ici une année, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans. On va avoir un deuxième courant qui va tomber, qui va arriver. Encore une fois, il va arriver au niveau du barrage. Donc, on va voir les sédiments qui vont tomber encore une fois. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les sédiments-là vont encore une fois tomber selon leur poids. On va encore avoir niveau grossier, niveau moyen, niveau fin. Donc, vous voyez, donc nous avons une première séquence qui correspond par exemple à un temps x, et puis là, une deuxième séquence qui correspond à un temps x plus 1, une troisième séquence qui correspond à un temps x plus 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en fait, c'est comme ça, si vous voulez, à des séquences. Vous voyez, chaque séquence va correspondre, disons, à un événement. Et là, dans notre cas, c'est un apport de sédiments. D'accord? Vous avez compris, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est bon. Bien. Alors, voilà, donc, si vous voulez, pour ce qui est donc, de ce premier, disons, de cette première figure sédimentaire qui est liée aux figures de dépôt. Alors maintenant, on va voir un deuxième type de figure. En fait, ce sont les figures les plus abondantes qu'on trouve dans les séries sédimentaires. C'est ce qu'on appelle des ripple marks. Les ripple marks. Alors, c'est quoi les ripple marks? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les rides de courant. Les rides. Vous avez les rides de courant. Alors, le mot ride, vous connaissez. Donc, les rides, bon, ça, bon, les rides que vous connaissez le plus, on peut dire par exemple qu'il y a quelqu'un qui a une peau avec des rides. Oui, avec l'âge, bien sûr, on obtient une peau avec des rides. Soit on a une peau qui est lisse, hein, chez les jeunes, mais plus on vieillit, plus on a une peau qui est ridée, avec des rides. Voilà, donc ça veut dire en fait, on va avoir une surface de sédiment qui n'est pas lisse, mais avec des rides. Regardez ici en bas à gauche, donc vous avez déjà vu ce genre en bas à gauche, vous avez une photo qui est prélevée par exemple soit sur les dunes du Sahara ou bien sur la plage, et là vous avez ce qu'on appelle des rides. Donc ça, ce sont des rides. Alors donc les rides de courant, ben, ce sont donc par définition, ce sont des ondulations observées à la surface d'un sédiment suite à un courant. D'accord? Donc ce sont des ondulations observées à la surface d'un sédiment meuble, bien sûr, le sédiment il faut qu'il soit meuble, parce que c'est le sédiment consolidé, bien sûr, on peut plus donc ce sont des ondulations observées à la surface d'un sédiment meuble suite à un courant. Alors là, encore une fois, il faut distinguer, il faut voir en fait qu'on distingue différents types de rides. Et justement, en fonction du type de la ride, on peut avancer, disons, la signification, des interprétations au niveau donc de la reconstitution des milieux de dépôt. Alors on va commencer par ce qu'on appelle des rides symétriques. Alors les rides symétriques, on les appelle également des rides d'oscillation, d'accord? Qu'on appelle également des rides de vague, d'accord? Tous les trois termes sont synonymes, soit des rides symétriques, soit des rides d'oscillation, ou bien des rides de vague. Alors, je vais la définition. C'est quoi leur définition? Eh bien, ce sont des rides qui se forment suite à des vagues. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on les appelle symétriques? Bien parce que, regardez ici sur la figure qui est en haut, donc les ondulations, ils sont en fait symétriques. Ça veut dire en fait que, vous voyez, donc la même chose, je vais mettre, vous voyez, si je dessine par exemple une ride, j'ai une ride par exemple qui est comme ça. Voilà.
Alors, normalement, une ride symétrique, ça veut dire en fait, c'est une ride en fait, qui présente un axe de symétrie, par exemple comme ça. Vous voyez? J'ai par exemple le flanc gauche, qui est identique au flanc droit. D'accord? La même chose. Donc, si je prends par exemple la deuxième crête, à ce niveau-là, la même chose. Donc, j'ai une ride symétrique. Ça veut dire en fait, la ride, il présente le même flanc, hein, par rapport à son appel de crête. Donc ça, on appelle ça une ride qui est symétrique. Alors, au contraire, une ride, on va voir tout à l'heure, c'est une ride, par exemple, qui présente un flanc qui est, par exemple, plan comme ça, et un flanc qui est court. Vous voyez? Vous voyez? Alors ça, en haut, nous avons une ride symétrique, et en bas, nous avons une ride dissymétrique. Parce qu'en fait, si je prends, par exemple, l'axe de symétrie, je vois qu'en fait, que la ride n'a pas, les deux flancs, ils ne sont pas symétriques par rapport à ce plan-là. D'accord? Donc là, on parle, par exemple, ici, en haut, on parle de... Vous avez compris, mademoiselle, le sens? Vous avez vu le schéma? Oui, monsieur. Il est Bien. bon. Donc là, je reviens ici. Donc normalement, ça veut dire, en fait, à ce niveau-là, nous avons ce qu'on appelle une ride symétrique. Hein? On les appelle des rides d'oscillation, ou bien des rides de vagues. Alors pourquoi? Quelle est la signification de ces rides-là? Alors, dans ce cas-là, nous avons normalement un courant, on les appelle des rides d'oscillation, parce que nous avons un courant d'oscillation. Nous avons un courant qui oscille. Tantôt, il va aller, par exemple, de gauche vers la droite, et tantôt, il va aller, hop, j'espère que je vais trouver la flèche. Voilà. Voilà. Tantôt il va aller à droite et tantôt il va aller à gauche, comme ça. Ça veut dire en fait, c'est un courant qui est bidirectionnel. Quelquefois, il va dans un sens et l'autre fois, il va dans l'autre sens. Donc, ce qui fait, si vous voulez, on appelle ça un courant d'oscillation. Alors, dans quelle région est-ce qu'on a des courants d'oscillation? Par exemple, dans le milieu de la plage, au milieu du littoral. Vous voyez, par exemple, les vagues, quand vous voyez les vagues sur la plage, normalement, vous allez avoir quelquefois la vague qui va dans ce sens, par exemple vers la côte, et puis hop, qui revient. Et puis vous avez normalement ce qu'on appelle une oscillation. D'accord? En oscillation, quelquefois le courant il va dans un sens et puis il revient dans l'autre. Donc ce qui fait que le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que normalement nous avons les deux flancs qui sont symétriques. Mais par contre, dans ce cas-là, dans le cas d'une ride asymétrique, nous avons un courant qui se fait toujours dans un seul sens et qui va toujours du flanc long vers le flanc qui est court. D'accord? Nous avons un flanc qui est long vers le flanc qui est court. Et dans ce cas-là, normalement, on va y revenir pour les rides symétriques. Mais pour le moment, sachez tout simplement que les rides d'oscillation, on les appelle des rides symétriques ou bien des rides d'oscillation parce que vous avez un courant qui oscille, qu'on appelle également des rides de vagues. Alors, si vous trouvez les figures dans une série sédimentaire ancienne, bah, automatiquement, vous allez conclure que vous êtes dans un milieu qui est littoral. Ça veut dire en fait un milieu de plage. Les types de figures, ils ne se forment que sur les plages, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir un courant oscillatoire. Imaginons par exemple, si vous êtes par exemple dans un fleuve, hein, dans une rivière, est-ce qu'on peut avoir un courant oscillatoire dans un fleuve? Bien non. Le courant, il va toujours dans le même sens, qui est par exemple de l'amont vers l'aval. Donc automatiquement, dans le milieu de rivière, nous allons avoir ce qu'on appelle des rides dissymétriques, par exemple. Oui. Mais donc, par définition, donc, si vous avez des rides, des rides symétriques fossiles, anciennes, vous pouvez automatiquement conclure qu'il s'agit d'un milieu qui est littoral. Regardez par exemple ici en bas à droite, nous avons ici des scieries anciennes. Alors ça, toujours en fait, la photo de gauche, la photo en bas à gauche, tout simplement, c'est encore une fois vous rappelez ce qu'on appelle l'actualisme. Hein, pour vous rappeler ce qu'on appelle l'actualisme. Vous vous rappelez, l'actualisme, c'est tout simplement le fait d'étudier les processus sédimentaires sur des phénomènes, des processus actuels,
qu'on pourra appliquer sur donc, les phénomènes qui sont anciens. Alors comment est-ce qu'on sait que les figures des rides symétriques se forment uniquement dans un milieu littoral? Bien, tout simplement en observant les figures actuelles. Alors, vous les avez ici, hein, vous les avez donc en bas à gauche. En bas à gauche, on est dans une plage. Et là, si on analyse les figures, normalement, on sait que ce sont des rides qui sont symétriques. Alors ici, en bas à droite, vous avez une série ancienne, hein, qui date de plusieurs millions d'années, une série ancienne. Et puis, si on analyse les couches, si vous analysez les couches, vous voyez normalement vous avez des ondulations. Et si on fait des mesures sur place, sur le terrain, on va observer que vous avez une symétrie autour des lignes de crête. Ça veut dire en fait que nous avons ici des figures, des ripple marks ou bien des rides symétriques, qui veut dire automatiquement que nous avons le dépôt qui s'est effectué dans un milieu qui est littoral. D'accord? Bien, voilà donc si vous voulez ce premier type de ride. Alors le deuxième type de ride, c'est ce qu'on appelle les rides dissymétriques ou bien asymétriques, qu'on appelle également, on les appelle des rides de courant. Donc contrairement tout à l'heure qu'on appelait les rides de vague. Donc maintenant ce sont des rides de courant. Ça veut dire en fait qu'ils sont liés à un courant, mais pas n'importe quel type de courant. C'est un courant qui est unidirectionnel. Alors ce sont des rides qui se forment sur un courant unidirectionnel. Alors, c'est ce que j'ai expliqué ici. Vous voyez, ici, nous avons des rides dissymétriques. Alors, dans ce cas-là, pour former un courant, il faut qu'il y ait un courant qui est unidirectionnel, c'est-à-dire en fait qui va dans une seule direction, dans un seul sens. Donc, ce sont des rides qui se forment sous l'effet d'un courant unidirectionnel. Alors, ils sont classés en fonction de leur régularité. D'accord? À l'intérieur de ces rides dissymétriques, on a différents types. D'accord? On peut avoir par exemple des rides, dissymétriques mais rectilignées. Ça veut dire en fait qui sont alignés. Vous voyez par exemple ici sur la photo en bas à droite, nous avons des rides dissymétriques. Alors bien sûr, malheureusement, on ne peut pas, si on analyse en détail la ride, alors nous avons un flanc qui est long à ce niveau-là, à droite, et puis vous avez le flanc qui est court à gauche. Ça veut dire ici, le sens du courant, il va où? Ça veut dire en fait ici, le sens du courant, il va aller de la droite vers la gauche. Parce que le flanc long, il est vers la droite, et le flanc court, il est vers la gauche. Donc normalement, nous avons le sens du courant qui va de la droite vers la gauche. D'accord? Donc voilà, donc nous pouvons avoir des types de rides, par exemple, ou des rides rectilignes, la plupart du temps, c'est des rides qu'on observe. Alors, il faut noter que les rides symétriques, ils peuvent se former soit dans un milieu aquatique, mais ils peuvent également se former dans un milieu qui est aérien. C'est-à-dire en fait, ce sont des rides qu'on peut trouver également dans des milieux continentaux, dans des milieux désertiques. Si vous avez déjà vu par exemple des dunes au Sahara, normalement les grandes dunes, quand vous voyez à la surface, nous avons des figures normalement de rides symétriques. Pourquoi? De rides dissymétriques. Parce que tout simplement le courant du vent, le vent, il va souffler dans le même sens. Dans ce cas-là, nous avons un courant unidirectionnel qui va nous donner en fait des rides dissymétriques. Alors, on va voir par la suite comment, bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre, des rides aquatiques ou bien des rides aériennes, bien des rides continentales. Alors, tout à l'heure, on va le voir par la suite. Sachez tout simplement que ce sont des rides qui peuvent se former dans les deux sens. Elles peuvent se former soit dans des milieux de rivières, puisqu'on a des courants unidirectionnels, mais elles peuvent se former également dans des régions désertiques, par exemple, dans le cas donc, des courants aériens. Donc nous avons, je vais expliquer, donc nous avons ce qu'on appelle des rides rectilignes, des rides en fait qui sont alignées, mais nous pouvons avoir également ce qu'on appelle des rides onduleuses. Alors des rides onduleuses. Alors normalement on a, alors voilà la différence, justement, voilà la première différence, c'est que la plupart du temps dans des milieux continentaux aériens, nous avons ce qu'on appelle des rides rectilignes.
qui sont vraiment qui sont allongés sur une grande distance. Mais par contre, dans les milieux, par exemple, aquatiques, dans des fleuves, dans des rivières, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des rides qui sont dissymétriques, bien sûr, toujours dissymétriques, mais qui sont onduleuses, ça veut dire en fait sinueuses. Regardez la ligne de crête, ils dessinent des S. Vous voyez, ils sont onduleux. Vous voyez, donc sur la photo de gauche, pardon, en bas à droite, hein, en bas à droite, vous avez donc ça, c'est une rivière, bien sûr, qui va déverser dans la mer. Et là, nous avons des rides dissymétriques onduleuses. Nous avons également ce qu'on appelle des rides linguides. Hein, des rides linguides. Alors, les rides linguides, quelquefois, ce sont des rides. Ça va, mademoiselle? Vous entendez toujours, mademoiselle? Vous suivez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, les rides linguides, donc, ce sont des rides, en fait, toujours dissymétriques, mais qui sont, en fait, qui sont aléatoires, qui ne sont ni rectilignes, ni onduleuses. Ça veut dire, en fait, ils ont, envoyé normalement en bas à droite, vous voyez, ça, ce sont des rides, généralement, où on a un courant qui est, disons, qui n'est pas toujours unidirectionnel. C'est-à-dire, en fait, un courant qui peut aller, par exemple, qui va avoir une certaine direction, pas obligatoirement un courant qui est oscillatoire. Parce que si vous avez un courant qui est oscillatoire, nous allons avoir une ride qui est symétrique. Mais dans ce cas-là, nous avons des rides dissymétriques, mais avec un courant qui va changer d'angle. Quelquefois, par exemple, il va aller vers le nord, quelquefois vers le sud, voilà, et donc vers la fin, il va vous donner, disons, des rides qu'on appelle des rides linguides, qui ont généralement question de des rides assez compliquées. D'accord? Et puis nous avons également ce qu'on appelle des rides entrecroisées. Des rides entrecroisées. Alors les rides entrecroisées, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ce sont des rides qui sont liées à deux courants qui sont obliques. Deux courants qui sont obliques. Ça veut dire, en fait, si je reprends à ce niveau-là, enfin de la figure, ça veut dire en fait que, imaginons par exemple que j'ai un premier courant, par exemple, qui va aller fa de sens. Si j'ai par exemple un courant qui va aller fa de sens, bien je vais fermer, je vais, disons, former, disons, je vais faire par exemple des rides, hein, qui ont à la direction, qui ont par exemple des courants de direction décrète comme ça. Hein. On va supposer par exemple que ce sont des rides qui sont rectilignes. D'accord? Voilà, on va avoir par exemple des rides qui ont généralement à la direction. Mais supposons par exemple que j'ai un deuxième courant, hein, qui est en même temps. Hein, en même temps que vous avez le courant qui transporte fa de son, vous avez un deuxième courant qui va tomber. Donc, normalement, les courants, il va mettre en place d'autres rides qui vont avoir cette direction-là. D'accord? Voilà, donc c'est un schéma que vous puissiez comprendre c'est quoi les rides entrecroisées. Et bien voilà normalement qu'est-ce qu'on va dans ce sens-là. Ici, vous voyez, normalement, on va avoir en fait des rides qui sont entrecroisées. C'est très difficile, vous voyez, quelquefois. Alors ça, je vous ai donné par exemple un exemple de deux courants qui sont perpendiculaires. Mais vous pouvez voir par exemple des courants qui sont plutôt obliques. Je ne sais pas si j'ai un schéma ici. Non? Alors, on peut imaginer par exemple un courant qui va associer. Et donc normalement, ce qu'on appelle les rides entrecroisées, comme ça, bien, ce sont la plupart du temps des courants, ce sont des rides qui sont liées à la présence de deux courants. Alors, quand on a deux courants, alors dans ce cas-là, on peut dire par exemple que on peut faire des interprétations comme quoi, par exemple, on a deux roches-mères. C'est-à-dire en fait, donc je reprends fa de sens, vous voyez, j'ai par exemple, donc je peux imaginer par exemple que j'ai le milieu de sédimentation.
J'ai le bassin de sédimentation, par exemple, qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est le bassin de sédimentation. Bon, on va y arriver. Ça, c'est le bassin de sédimentation. D'accord? Et puis, à le bassin de sédimentation, on peut imaginer, par exemple, que nous avons deux rivières.